Je m'appelle Esther et je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab. Je suis ravie ce soir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire intitulé «Avancer sereinement vers le don d'ovocytes». Ce thème est profondément humain, intime et parfois chargé d'émotions. Et nous sommes très heureuses aujourd'hui, toutes les trois, de pouvoir vous accompagner aujourd'hui avec douceur, clarté et respect, bien sûr. Vous êtes peut-être ici parce que vous êtes en plein parcours de PMA, parce que le don d'ovocytes est une option qui vous a été proposée, ou simplement parce que vous ressentez le besoin de mieux comprendre ces schémas. Quelle que soit votre situation, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Pour parler de ce sujet à la fois une approche médicale et une approche émotionnelle, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux intervenantes exceptionnelles. Tout d'abord, Stéphanie Tout-le-Monde, qui est coach spécialisée en accompagnement émotionnel et PMA, qui, Bonsoir. bonsoir Stéphanie, qui accompagne depuis des années des femmes et des couples dans des moments de doute, de deuil et des reconstructions intérieures. Et également le docteur Frédéric Amofa, qui est directrice médicale de Fertilab et gynécologue spécialisée en PMA. Et elle partagera aussi avec nous son expertise médicale, les réalités du don d'ovocytes et les différentes étapes du parcours. Donc, l'objectif de ce webinaire et la dynamique est simple, c'est vous aider à avancer avec plus de sérénité, de compréhension et de confiance. Et je vais vous expliquer un peu la dynamique et après, je laisse les deux expertes. Donc, la dynamique est très simple. Et Stéphanie Tout-le-Monde va tout d'abord faire une petite présentation qui va durer à peu près 15 minutes. Après, elle posera quelques questions au docteur Monfa. Et en attendant, n'hésitez pas de poser toutes vos questions sur la section qui s'appelle questions. Et si vous souhaitez interagir entre vous, vous pouvez aller sur la section qui s'appelle chat. C'est juste pour interagir entre vous. Ce n'est pas là que vous devrez poser vos questions, d'accord? Et donc, voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est une question pour Stéphanie, une autre pour le docteur Monfin. Donc, si c'est pour Stéphanie, n'hésitez pas de mettre pour Stéphanie. Si c'est pour le docteur Monfin, pour le docteur Monfin. Et je vais les lire en haute voix, en toute confidentialité, sans dire nom et prénom. Et c'est elles qui vont vous répondre. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole donc à Stéphanie. Merci Esther. Et bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer donc cette présentation. Je vais essayer de faire court, donc je vais essayer de faire 15 minutes, comme a dit Esther, parce qu'on voudrait vraiment dédier la plus grosse partie de ce webinaire à vos questions. Je me présente très rapidement. Donc, je suis Stéphanie Tout-le-Monde. Je suis moi-même maman par PMA. J'ai deux grandes filles ados que j'ai eues à Barcelone. J'habite à Barcelone depuis près de 20 ans. Je me suis réorientée il y a presque 10 ans maintenant dans le coaching pour pouvoir accompagner les femmes et les couples dans leur protocole de PMA et les aider à vivre plus sereinement ces protocoles. Et j'ai aussi cofondé l'association SHIOC, qui est une association de soutien de patients à Barcelone. Et donc, depuis 2017, avec le coaching et avec SHIOC, j'ai accompagné plus de 500 personnes dans leur protocole de PMA. Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui? Parce que on se rend compte, on sait que le don d'ovocytes, c'est extrêmement chargé émotionnellement. Il y a beaucoup de choses. On renonce à son patrimoine génétique, on renonce à cette transmission génétique. Et donc, ça s'accompagne de beaucoup d'émotions. Donc, il y a très souvent, pas tout le temps heureusement, mais très souvent de la tristesse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la culpabilité aussi, parce que notre corps ne nous porte pas comme on aimerait. Il y a de la peur, évidemment. Et il y a aussi beaucoup de doutes et de questions. Là, j'ai mis un petit résumé des questions des doutes que je vois le plus souvent en accompagnement. Mais il y a la question de la ressemblance. Est-ce que l'enfant va me ressembler ou qui est-ce qu'il va ressembler? Est-ce que je vais réussir à créer ce lien si j'ai pas cette transmission génétique? Est-ce que je vais l'aimer autant? Comment est-ce qu'il va réagir à cette conception? Est-ce que mon entourage va l'accepter, etc., etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le plus important, c'est que toutes ces émotions et tous ces doutes sont extrêmement légitimes. Encore une fois, vous renoncez à votre patrimoine génétique, donc il y a énormément d'inconnus. Et donc, toutes ces émotions-là, elles sont légitimes. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez un deuil à faire. On parle du deuil génétique. Et je voulais vous remettre un petit peu cette courbe de deuil qui sont toutes les émotions, en fait, et toutes les étapes par lesquelles on passe quand on doit renoncer à quelque chose. Donc, le mot deuil peut paraître fort,
Mais c'est vraiment ça, en fait. Quand on rentre en PMA, on fait plein de petits deuils, le deuil de la magie, de la conception naturelle, etc. Et quand on passe par un don d'ovocytes, on fait ce deuil génétique. Et donc, on passe par toutes ces étapes, et toutes ces étapes-là, toutes ces émotions, elles sont entièrement légitimes, elles sont naturelles, et elles sont même nécessaires, en fait, dans cette courbe de deuil pour, par la suite, arriver à plus d'acceptation et de sérénité. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette charge émotionnelle et pour retrouver l'équilibre pour avancer? Je voulais vous donner vraiment, encore une fois, c'est rapide, mais 5 ou 6 grands conseils ou pistes de réflexion pour vous aider pour avancer sereinement. Et après, on rentrera plus dans le détail dans les questions. La première, c'est d'accepter vos émotions. C'est extrêmement important. Encore une fois, c'est un processus émotionnel. On parle de faire un enfant, donc il y a beaucoup d'émotions dedans. Il y a forcément une charge émotionnelle. Reconnaître les émotions, les identifier et leur faire de la place, c'est déjà le premier chemin pour le vivre plus sereinement et pour les accepter. C'est comme, si vous voulez, c'est pas parce qu'on met un couvercle sur les émotions que par-dessous, ça continue pas à bouillir. Donc, l'idée que moi, je vous propose, l'exercice que je propose souvent en séance et que je vous propose aujourd'hui, pour faire ce travail d'acceptation des émotions, c'est déjà de les écrire. Et donc, de prendre 5 minutes chaque jour pour écrire, pour mettre des mots sur vos ressentis, pour identifier toutes ces phrases qui tournent dans vos têtes. Moi, j'appelle ça des ruminations. Et les identifier et les extérioriser en les couchant sur le papier. Ce petit exercice de 5 minutes chaque jour, ça peut vraiment vous aider à vous connecter à votre état émotionnel du moment et à faire la place à ces émotions et du coup à les accepter et à les vivre de manière plus sereine, sans culpabilité. Il y a autre chose aussi que moi je pense est nécessaire, c'est les peurs, elles sont naturelles encore une fois quand on est dans ces processus-là parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. La PMA en général déjà elle vient avec beaucoup de peur, mais la PMA avec don d'ovocytes encore plus parce qu'il y a cet inconnu. Et moi j'adore cette citation de Nelson Mandela qui dit: le courage ce n'est pas l'absence de peur mais c'est la capacité de la vaincre. Donc en fait c'est pas parce que vous avez peur que vous n'êtes pas courageuse ou courageux. C'est normal d'avoir peur et les personnes les plus courageuses, elles ont peur aussi. Mais elles avancent malgré tout. C'est un peu j'ai peur, mais j'y vais. Et donc moi je pense que ce qui est très important aussi, c'est ces peurs-là, et c'est un exercice qu'on fait beaucoup en séance, ces peurs-là, c'est important de les confronter. Quelque part, d'en faire une liste presque exhaustive. Non, quelles sont toutes les choses qui me font peur? Parce que parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des peurs qui sont en face de laquelle il y a vraiment une réponse peut-être très pratique et finalement pas si difficile. Et peut-être il y a des peurs qui sont plus irrationnelles, qui sont plus ancrées, qui vont demander plus un travail sur soi. Mais donc déjà, nommez vos peurs. J'ai peur que mon enfant ne me ressemble pas, j'ai peur de ne pas réussir à créer ces liens, j'ai peur que mon enfant me rejette, etc. Et vous dire, OK, d'où est-ce qu'elle vient, cette peur? Est-ce que c'est une peur qui est projetée par les autres, induite par la société, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré en moi? Est-ce que cette peur, elle est fondée? Est-ce qu'il y a une vraie réalité derrière? On se rend compte qu'en fait, je crois que c'est 85% de nos peurs aujourd'hui dans le monde moderne qui n'ont pas de réalité derrière, donc qui sont vraiment juste des projections. Et est-ce que je peux agir dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est en mon contrôle ou pas? Le fait, par exemple, d'y arriver ou de ne pas y arriver, malheureusement, ça, en fait, on ne peut pas faire grand-chose dessus. La partie médicale, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? On se met dans les mains des meilleurs médecins et on espère, mais il n'y a personne qui peut vraiment nous le garantir. Donc, ça, on ne peut pas agir dessus. En revanche, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut probablement agir en faisant un travail sur soi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, quelque chose aussi que j'invite beaucoup à faire quand on passe par un don d'ovocytes, c'est questionner votre vision de la maternité. Parce que c'est cette vision de la maternité qui est un petit peu bousculée quand on passe par un don d'ovocytes. En général, quand on se lance dans un projet bébé, on espère un peu avoir son mini-moi, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vous pousser à réfléchir sur votre vision de la maternité. Qu'est-ce que ça représente la maternité pour vous? Qu'est-ce que c'est que la transmission? Non, parce qu'on parle de transmission génétique, bien sûr, mais qu'est-ce que vous allez transmettre à votre enfant? Au-delà de la génétique, il y a plein de choses à aller transmettre probablement. Peut-être pas la forme de votre menton ou la forme de vos yeux, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce lien génétique, mais vos valeurs, peut-être votre sens de l'humour, une certaine vision de la vie, etc. Et ça, c'est très, très important aussi.
Et je vous invite aussi à vous questionner sur la ressemblance. Non, souvent, une des principales peurs, c'est que l'enfant ne nous ressemble pas. Mais déjà, dans la ressemblance purement physique, au niveau des traits, il y a beaucoup de loterie. Non, on n'est pas du tout sûr, même en ayant un enfant génétique qui va nous ressembler. Mais la ressemblance, elle se fait aussi justement au travers du caractère, des mimiques, des expressions, peut-être une manière de sourire, une manière de rire, des intonations de voix, etc. Et finalement, on se rend compte que la ressemblance, elle va bien au-delà de juste des traits en commun. Et la dernière chose, c'est quelle maman est-ce que vous voulez être? Et je pense que ça, c'est aussi une question fondamentale qui remet un petit peu l'église au milieu du village. Non, finalement, vous allez être maman, donc certes au travers d'un don d'ovocytes, mais quelle est votre vision de la maternité et quelle maman est-ce que vous voulez être? Je pense que c'est une réflexion qui est très importante aussi pour continuer à avancer sereinement et pour avancer dans ce deuil, entre guillemets, génétique. Donc ça, c'était le troisième aspect. Ensuite, il y a quelque chose qui peut vous aider aussi, c'est d'imaginer l'histoire que vous allez raconter à votre enfant. Avec quels mots, quelle place vous allez accorder à la donneuse. Donc, il y a des femmes qui parlent d'une fée, d'autres qui parlent juste de cellules. En fait, chaque famille a sa manière d'expliquer la chose. Et je pense que le fait de réfléchir déjà à ça, ça ne grave pas dans le marbre ce que vous direz à votre enfant dans quelques années. Mais le fait de l'écrire et de réfléchir à ça, comment est-ce que je vais l'expliquer à mon enfant, avec quels mots, qu'est-ce que je vais dire aux autres, aux proches, à l'école, etc. Le fait de faire cette réflexion-là, ça vous aide aussi à avancer justement sereinement dans l'acceptation du don d'ovocytes. Donc ça, c'est aussi un exercice que je vous invite à faire. Non, écrire votre histoire avec vos mots, avec vos valeurs, avec votre vision de la maternité. Comment est-ce que vous voulez expliquer cette histoire de conception à votre enfant et aux autres. Et encore une fois, cette réflexion va vous aider à avancer dans cette acceptation. Cinquième chose, je dis tout le temps, le savoir, c'est le pouvoir. Et ça, c'est très, très important aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va laisser une grosse partie de ce webinaire pour les questions. Posez vraiment toutes vos questions sur les protocoles, sur les différentes étapes. C'est important pour être sereine, c'est important de savoir, de comprendre en fait ce qui va se passer et de savoir plus ou moins qu'est-ce qui va se passer à chaque étape. Après, on vous rappellera, etc. Mais posez toutes vos questions parce que le moindre doute, en fait, ça génère du stress. Un doute qui n'a pas de réponse en face, ça génère du stress. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose aussi, informez-vous sur l'épigénétique et on en reparlera probablement par la suite avec le docteur Mofa, mais l'épigénétique, bien comprendre ce qu'on transmet à son enfant au-delà de la génétique. Donc l'épigénétique, c'est aussi très important. Ça peut vous aider à accepter plus facilement ce deuil génétique, savoir que au-delà de la génétique, en fait, vous allez, au travers de la grossesse, puis de l'environnement dans lequel va grandir votre enfant, vous allez transmettre énormément de choses à votre enfant et vous allez influencer son développement. Ensuite, parler. Parler et s'entourer, c'est très, très important de ne pas rester complètement seul. C'est des processus qui peuvent isoler beaucoup. Donc, trouver là où les personnes ressources dans votre entourage à qui vous pouvez en parler sans vous sentir jugé, qui vont avoir les bons mots pour vous accompagner. Il y a aussi le soutien professionnel, évidemment, avec coach, psychologue ou n'importe quel autre type d'accompagnement, en fait, mais qui vous permettent de dédier un espace de parole et de réflexion à tout ça. Et je voulais vous parler aussi du soutien entre femmes qui passent ou qui sont passées par là. Ça, c'est aussi quelque chose qui est... En fait, quand on est dans ces protocoles-là, on a l'impression d'être seul au monde, on a l'impression souvent d'être très incomprise. Et les personnes qui peuvent le mieux nous comprendre sont justement les personnes qui ont les mêmes doutes, qui ont les mêmes interrogations, qui passent un peu par les mêmes émotions que vous. Et donc ça, c'est très important aussi, ce soutien entre femmes qui passent par un don d'ovocytes ou qui sont passées par un don d'ovocytes. Moi, j'organise 2 fois par mois un groupe de parole en français, en visioconférence. Et c'est un espace ultra bienveillant avec des femmes qui sont en PMA, des femmes qui ont terminé leur parcours. Il y en a quelques-unes aussi qui ont terminé leur parcours, qui sont devenues mamans et qui restent en soutien.
Et c'est vraiment un espace d'échange, de soutien mutuel, de conseils pratiques, etc., qui permet de se sentir beaucoup moins seul, de se sentir soutenu, d'avoir des réponses à des questions. Et puis même si on vit toutes les choses de manière différente, c'est toujours, ça aide énormément d'échanger avec des personnes sur les propres réponses qu'elles trouvent aux mêmes interrogations. Donc voilà, ça c'était six petites choses que je voulais vous dire pour des petites pistes de réflexion ou des conseils un peu pratiques pour vous aider à avancer là-dedans. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Bien dans ma PMA, qui dure 4 mois, qui a 3 grands piliers. Le premier, c'est une plateforme en ligne avec des exercices, des vidéos de coaching, des exercices, et puis des bonus, une vidéo de yoga, de nutrition, etc. Donc ça, c'est pour avancer, pour vous aider à avancer de manière autonome dans votre réflexion. Accompagné bien sûr de séances individuelles qui sont, elles, 100% personnalisées et qu'on peut faire en visioconférence, ou si jamais vous venez faire votre don d'ovocytes à Barcelone, on peut aussi se voir en vrai à Barcelone. Et évidemment, il y a aussi un soutien en continu par WhatsApp. Et la dernière chose, dans le programme inclut aussi ce soutien mutuel entre femmes, donc soit au travers du groupe de parole qui est en vision 2 fois par mois, soit, si vous n'êtes pas à l'aise avec le format du groupe, une mise en contact individuelle avec des femmes qui ont un parcours similaire, donc d'autres femmes en parcours de don d'ovocytes, de parcours de double don, etc., etc. Donc, je vous en parle parce que c'est un programme qui peut vous aider à ne plus vous sentir submergé par la charge émotionnelle, à avancer sereinement dans ce parcours, à retrouver une sensation de contrôle, parce qu'on a souvent cette sensation de perdre le contrôle. C'est aussi pour vous aider à ne plus appréhender les annonces de grossesse, les commentaires maladroits que malheureusement on reçoit toutes quand on est en PMA, et c'est difficile de s'en protéger complètement. Et bien sûr, du coup, de ne plus se sentir seul et de se sentir soutenu à tout moment. Donc ça, c'est le programme. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les patientes de Fertilab, donc il y a une séance qui est offerte pour toutes les patientes de Fertilab. Vous pouvez les faire de manière individuelle ou en couple. C'est en visioconférence, ça dure 1 heure, et je vous ai mis mes informations de contact là pour pouvoir m'écrire et demander ce rendez-vous. Voilà, j'ai essayé de faire vite, mais parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions, et encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait un temps de partage, mais je voulais quand même vous donner quelques petites pistes, et donc je vous propose qu'on passe aux questions et aux réponses. Et j'aimerais bien, moi déjà, parce qu'il y a des questions que je reçois beaucoup en séance, des personnes que j'accompagne, etc. Et du coup, je voulais les partager un petit peu avec toi, Federica. Je pense que pour avancer sereinement, après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres questions et on les verra, mais pour avancer sereinement, je pense que c'est important peut-être d'aborder d'abord l'appariement avec comment est sélectionnée la donneuse, non, cette espèce de matching entre nous, la receveuse, et la donneuse, la partie du matching génétique aussi, comment c'est fait dans les cliniques espagnoles, parce que c'est vrai que la loi est différente de la France. Et aussi, quel est le délai d'attente, parce que ça, c'est quand même une des principales raisons pour lesquelles finalement on se dirige vers l'Espagne. Et c'est une question que je reçois énormément, donc j'anticipe et je te les pose. Merci beaucoup tout d'abord pour tes explications. Je crois que tu as abordé beaucoup des sujets qui ressortent aussi dans la consultation avec les gynécos. J'ai l'habitude évidemment à me relationner avec des patientes à distance. Ça ne veut pas dire que le lien, les contacts avec la clinique en Espagne, spécialement avec nous, c'est quelque chose de froid. Au contraire, hein. Les patientes nous donnent vraiment un bon retour parce qu'elles se sont écoutées, se sont suivies, on prend le temps d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, sauter parfois vers le don d'ovocytes après
plusieurs tentatives, plusieurs années. Il y a des patientes que, voilà, ont vraiment déjà fait le deuil. Il y en a qui sont dans le processus. Et expliquer d'une manière aussi scientifique comment on fait l'appariement, expliquer ça aussi d'un point de vue légal. Hein. C'est très important de savoir que la loi espagnole, et c'est écrit dans la loi, donc on va la suivre évidemment, dit que l'appariement donneuse-receveuse doit se faire avec les meilleurs appariements phénotypiques. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, je ne pourrais jamais apparier une donneuse qui ne ressemble pas du tout à une receveuse ou pire, que ce ne soit pas de la même origine ethnique, etc. Même à la demande d'une patiente, parce que ça arrive parfois des demandes un peu particulières, mais vraiment, on se base sur une manière de travailler qui se base sur aussi l'intérêt de l'enfant. Hein. Donc, le législateur en Espagne, il a pensé que l'appariement doit se faire d'une manière avec une bonne ressemblance, parce qu'il faut aussi penser que ce n'est pas un caprice, hein, c'est vraiment que dans un traitement de reproduction, la ressemblance et que l'enfant puisse se reconnaître dans les parents, même s'il est issu d'un don, c'est très, très important. Donc, nous, on demande déjà avant la première consultation ou tout au long du parcours, avant de choisir la donneuse, on demande aux patients de nous envoyer une fiche avec toutes les caractéristiques physiques. Hein. Je parle évidemment de la taille, du poids, la couleur des yeux, les cheveux, mais aussi et surtout une photo, hein, sur la base de laquelle on peut faire le meilleur appariement possible. Il faut aussi dire que ça n'existe pas les clones, hein. On est tous différents et comme tu le disais bien, même un enfant biologique, il n'est pas la photocopie des parents. Donc, mais les ressemblances sont assez bonnes. On a heureusement un programme de don avec plusieurs donneuses qui sont toujours dans le processus de sélection et appariement. Et donc, il y a vraiment une dynamique qui nous permet de trouver les meilleurs appariements. C'est clair que le temps d'attente dépend de plusieurs choses, dépend aussi du phénotype de la receveuse. Hein. Si une receveuse a un phénotype assez particulier, hein, par exemple, moi je suis grande, moi je fais 1m80, ben, il n'y en a pas beaucoup des donneuses qui font 1m80, mais voilà, donc, ou bien certains caractéristiques sont un peu plus compliquées, mais on est très ouvert avec les patientes, on va dire, voilà, avec votre histoire, vos caractéristiques physiques, etc., il faudra attendre 2 mois, 3 mois, un peu plus. La moyenne, je dirais, c'est 2-3 mois, parce qu'il faut aussi penser que nous, on fait aussi l'appariement génétique. Et là, donc, j'ouvre le chapitre sur qu'est-ce que c'est l'appariement génétique. Il faut comprendre qu'on est tous porteurs de mutations. Hein. Pour des maladies rares, on en connaît certaines, tout le monde sait ce que c'est la mucoviscidose, qu'est-ce que c'est la thalassémie, qu'est-ce que c'est la dystrophie musculaire, qu'est-ce que c'est la surdité, voilà. Il y en a des milliers. Hein. Les mutations sont relativement rares dans la population. Donc, c'est pour ça que, heureusement, même de manière naturelle, on est des porteurs, mais on est rarement porteurs de la même mutation. Mais parfois, ça peut arriver, hein, par hasard. Hein. Ça ne veut pas dire que dans la famille, d'un côté ou de l'autre côté, il y a des personnes qui sont malades parce que ça suffit d'être porteur de ne pas avoir croisé quelqu'un qui a la même et on ne le sait pas. Donc, la meilleure manière de minimiser ce risque, vu que les donneuses elles sont toutes testées, hein, c'est de tester aussi le partenaire de la receveuse, hein, pour faire un appariement de bas risque. Ce type d'appariement ne remet pas à zéro le risque de maladie génétique ou de malformation, mais ça le réduit fortement. Parce que ça revient vraiment à
pour des nouvelles mutations, des choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais les mutations plus fréquentes, elles sont déjà mises de côté grâce à ce type d'appareillement. Donc, si un couple se met en route pour un don d'ovocytes, la donneuse, nous, on a déjà le test, mais il faudra que monsieur il vient se tester pour connaître s'il est porteur de mutation. Et ça prend plus ou moins 1 mois les résultats. Donc, il faut déjà d'office attendre ce temps d'avoir le résultat. Et après, on commence la recherche de la donneuse sur la base de son phénotype et sur la base de l'appareillement génétique avec monsieur. Évidemment, si l'appareillement génétique n'est pas favorable, on recommence la recherche. Oui, cherche une autre donneuse. Donc ça, c'est un peu expliqué aussi. Il y a des raisons techniques sur le fait qu'il faut attendre la bonne donneuse. Ok. C'est clair et je pense qu'effectivement, c'est important de savoir tout ça pour avancer sereinement, justement. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc maintenant, je vais commencer à lire toutes les questions. Nous en avons pas mal, donc ce qui est bien. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de participantes. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre assistance de participation parce que c'est super de voir ça. On est beaucoup aujourd'hui. Donc, je commence par une question. Une question pour Stéphanie. Bonsoir, mesdames. Comment peut-on réussir à convaincre son conjoint d'avoir recours au don d'ovocytes? Ok. C'est étonnant parce que ça arrive assez régulièrement, en fait. C'est assez contre-intuitif, mais ça arrive assez régulièrement que dans un couple, le partenaire ait plus de réticence que la femme, enfin, que la receveuse. Je pense qu'il y a quelque chose de très intime quand une femme accepte de passer par un don d'ovocytes, mais ça peut être déroutant effectivement quand le partenaire n'est pas forcément d'accord. Je pense que la réflexion dont je vous ai parlé tout à l'heure, de quelle histoire je raconte, quelle place je laisse, enfin quelle place je donne à la donneuse dans cette histoire, ça c'est super important. Souvent les femmes dont les conjoints ont des réticences, ce que disent le conjoint, c'est moi j'ai envie de faire un enfant avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, j'ai envie d'un enfant de toi et pas de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça c'est super important, autant pour la femme que pour le conjoint. Cet enfant, c'est vous la maman. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui allez le porter. D'abord, c'est vous qui l'avez désiré. Donc, c'est vous qui lui donnez la vie. La donneuse, elle donne des gamètes, donc des cellules. Vous lui donnez la vie. Avec l'épigénétique, en plus, on se rend compte que vous influencez le développement de l'embryon pendant toute la grossesse et après, pendant toute sa vie, l'environnement dans lequel il va grandir. Il va grandir avec vos valeurs, avec, encore une fois, avec vos principes d'éducation, etc. Donc, il n'y a pas de doute sur qui est la maman. Et ça, c'est très, très important. Mais je pense qu'effectivement, réfléchir, donc déjà vous dire ça, et deux, réfléchir à quelle histoire vous racontez, avec quels mots, un petit peu la mythologie, non, de votre histoire de conception. Ça, c'est important aussi et ça peut vous aider de construire ça ensemble. Dire, bah voilà, la donneuse, on va lui laisser telle place. Encore une fois, il y en a qui lui donnent un prénom en disant c'est une fée ou c'est, je sais pas moi, Marie ou je ne sais quoi. Et il y en a qui disent non, bah, en fait, juste, on avait du mal à concevoir. Du coup, papa et maman ont été voir un médecin. Enfin, en gros, tout est recevable en fait. Chaque histoire est différente et ça dépend beaucoup de vous. Mais donc peut-être de réfléchir à cette histoire-là avec votre conjoint, de vous informer sur l'épigénétique, de discuter avec des couples aussi qui sont passés par un don d'ovocytes et qui vous expliqueront que dans la grande majorité des cas, une fois qu'on a le bébé dans les bras, en fait, la question ne se pose même plus. Et ça, je peux vous le garantir, parce que toutes les femmes que j'accompagne qui sont passées par un don d'ovocytes, quels que soient les doutes qu'elles ont eu avant et quels que soient les doutes qu'a eu le conjoint, au moment où le bébé arrive dans la famille, il n'y a plus de doute, c'est votre bébé. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, une question pour le docteur Moffat. Bonsoir, j'ai les yeux bleus et le futur papa également. Notre enfant aurait donc nécessairement les yeux bleus. Pensez-vous que nous puissions accéder à une donneuse aux yeux bleus dans un délai raisonnable? Merci beaucoup.
La réponse est oui. Évidemment, il faudra voir s'il y a d'autres paramètres qui sont très compliqués, comme la taille, etc. Mais les yeux bleus ou les yeux clairs, c'est quelque chose qu'on arrive à parier assez facilement. Ils sont un peu moins fréquents en Espagne que les yeux marrons, mais voilà, un délai raisonnable. Voilà, si c'est pas 3 mois et c'est 4 mois, c'est quand même, ça reste un délai tout à fait acceptable. Merci, docteur. Pour Stéphanie, je suis en solo. Ma réflexion actuelle est axée sur la construction identitaire de l'enfant qui naît d'un double don anonyme. Je m'inquiète du fait qu'il ne connaisse rien du tout de ses origines génétiques. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'accès aux origines et l'anonymat ou le non-anonymat, c'est une réflexion qui est très personnelle. En France, effectivement, l'enfant a accès à ses origines à ses 18 ans. Il y a d'autres pays comme le Portugal où les enfants ont aussi accès à l'identité de leur donneur à leurs 18 ans. En Espagne, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que c'est une réflexion extrêmement personnelle. Il y a des personnes qui me disent, en fait, moi, je préfère que ça soit anonyme parce que les donneurs n'ont pas de rôle à jouer dans cette maternité. C'est vous, la maman, et les donneurs, encore une fois, ils vous donnent des gamètes. Mais tout le job de la maternité, de l'éducation, etc., c'est vous qui allez le faire. Donc, il y a des personnes qui me disent, moi, en fait, les donneurs n'ayant pas de rôle à jouer, pourquoi est-ce que l'enfant aurait accès à son identité? Et après, il y a d'autres personnes qui disent, moi, je préfère laisser le choix à mon enfant et puis après, il décidera. J'ai pas de conseils à donner là-dessus parce que, dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous parlez à votre enfant de sa conception, du fait qu'il est né par don, que vous le faites de manière naturelle, en lui disant encore une fois que en fait, c'est une histoire d'amour depuis le début. En fait, avant même la conception de l'enfant, vous le vouliez tellement que vous avez été chercher jusqu'en Espagne. Je pense que, encore une fois, la place des donneurs, elle est très relative dans cette histoire. Et donc, anonymat ou pas, ça peut... voilà, l'anonymat peut ne pas poser de problème. Mais je pense qu'il y a une réflexion très personnelle à pousser là-dessus. Et il y a juste un truc que je voulais juste dire, c'est que moi, j'avais quelqu'un qui me disait, dans le double don, j'ai l'impression qu'il y a 100% d'inconnus. Et en fait, ce n'est pas le cas. Parce qu'encore une fois, il y a l'épigénétique, et puis c'est vous qui lui donnez tout le cadre dans lequel il va grandir. Donc en fait, il n'y a pas 100% d'inconnus. D'un point de vue génétique, effectivement, mais en réalité, le plus important, c'est ce que vous allez lui transmettre, et c'est pour ça que je vous invite à la réflexion dont je parlais tout à l'heure sur qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, une question pour le docteur Monfa. Ce serait quoi votre recommandation quand on n'avait pas prévu de DPI avec les embryons congelés pour une FIV-DO? Y a-t-il un risque de décongeler les embryons et de faire le DPI et ensuite de recongeler les embryons? Donc, du DPI sur un don d'ovocytes, c'est une technique qu'on n'applique pas en routine, parce qu'on part du principe que les ovocytes des donneuses ont un risque plus faible, vu le jeune âge, d'avoir des anomalies des chromosomes, des trisomies. C'est jamais zéro, donc on sait ça, mais en même temps, dans un don d'ovocytes, on peut se dire les conditions sont favorables et ce sera la nature qui permettra à l'embryon qui est bon de s'implanter et éventuellement les autres qui ont des anomalies, ils vont être sélectionnés par voie plus naturelle après le transfert d'embryon. Donc, décider d'appliquer le DPI, et parfois on le fait, c'est des cas, par exemple, sur lesquels on a déjà fait 1 ou 2 transferts en don d'ovocytes et on a encore des embryons congelés. On ne compare pas pourquoi il y a des échecs ou des fausses couches et on veut creuser aussi un peu sur les embryons. Donc, s'il y a une bonne indication, donc si on pense vraiment qu'on va augmenter, disons, le degré de précision et on va maximiser la sélection d'embryons, ça vaut le coup de faire le DPI, même si les embryons sont encore congelés. Le taux de perte des blastocystes après des congélations et des DPI postérieurs est minime. Mais si on est dans un cas de bas risque et les embryons sont déjà là, moi, je continuerai le transfert. Ça peut être lié aussi, par exemple, à des cas où il y a un facteur masculin très important et donc on commence à penser que même si l'ovocyte est d'une donneuse,
les embryons pourraient avoir des anomalies. Donc, ça vaut la peine un cas d'indication médicale. Donc, ce sera le médecin qui dit, OK, ça vaut la peine de le faire. Mais en soi-même, la technique dans les mains des biologistes experts n'est pas trop risquée, hein, même après des congélations. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour Stéphanie. Oui, merci pour votre webinaire. Que pouvez-vous nous dire quant aux réactions des enfants nés d'un don d'ovocytes ou de sperme, une fois adolescents ou adultes? Merci et bonne soirée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les réactions? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a du recul, c'est ça? Oui, excusez-moi. Que pouvez-vous nous dire quant aux réactions des enfants nés grâce à un don d'ovocytes ou de sperme, une fois qu'ils sont adolescents ou adultes? Excusez-moi. Je trouve ça difficile de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on a peu de recul, je pense, parce que c'est un sujet assez tabou. Et je pense que les enfants qui sont nés d'un don d'ovocytes il y a 15-20 ans, ils sont nés il y a 15-20 ans dans une société qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y avait énormément de tabous. Et donc, souvent, ces enfants-là ont découvert qu'ils étaient d'un don de sperme ou d'ovocytes, parfois de manière accidentelle, parfois de manière tardive. Donc, en fait, ils se sont construits sur quelque chose et, en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ça. On parlait de construction identitaire tout à l'heure. Donc c'est aujourd'hui les ados ou les jeunes adultes qui peuvent éventuellement mal le vivre. Je pense que c'est beaucoup lié à ça, à ce tabou qui se lève petit à petit. Bon, il y en a encore, mais ça se lève petit à petit. Du coup, moi, je pense que si un enfant grandit avec la connaissance qu'il a été conçu avec un don de sperme ou un don d'ovocytes, mais qu'on lui explique avec des mots simples et qu'encore une fois, on lui explique depuis cette histoire d'amour, non, voilà, on voulait très fort t'avoir et on n'y arrivait pas naturellement, on a dû passer par les cellules, les gamètes, la petite graine, ce que vous voulez, d'un donneur ou d'une donneuse. En fait, cet enfant, il grandit avec l'image, enfin la clé principale qui est « j'ai été désirée, on me voulait, j'ai été aimée dès le début et je suis née de l'amour ». Donc, pas d'un manque, mais de l'amour. Et je pense donc que moi, les enfants que je vois qui grandissent avec ça, pour l'instant, ils sont encore tout petits. Mais il n'y a pas de problème d'identité. Encore une fois, si les choses sont expliquées de manière simple et naturelle. Merci beaucoup. Donc, question pour le docteur Moffa. Bien sûr que vous ne pouvez pas engager aucune garantie. Mais ma gynéco me dit toujours que j'ai 80% de chances que la PMA-DO, en double don, en ce qui me concerne, fonctionne avec la naissance de mon bébé. Donc, je pense qu'on peut parler des statistiques. Hein. Donc, s'il n'y a pas des soucis au niveau de l'utérus, donc il n'y a pas un risque à augmenter de complications et d'échecs d'implantation, donc sinon dans une situation favorable, le don d'ovocytes, il donne en taux de réussite, il faut différencier le résultat par transfert et par cycle. Okay. Donc, le 80%, c'est la probabilité de réussite sur un cycle de don. Le cycle de don, c'est tous les embryons issus de la fécondation des ovules de la donneuse avec soit le sperme du conjoint ou le sperme d'un donneur. Okay. Donc, statistiquement, et ça, ce n'est pas des statistiques, des théories, hein, c'est vraiment calculer tous les patientes qui sont passées par un don d'ovocytes chez nous, et donc, ils ont eu en moyenne entre 2 et 4 blastocystes, hein, donc ça, c'est la moyenne des cycles, on ne peut pas prévoir, mais donc, le 80 des patientes arrivent à avoir un résultat positif et la naissance du bébé. Ça veut dire que si j'ai 10 patientes qui démarrent un cycle de don d'ovocytes, il y en aura certaines qui auront la grossesse sur le premier transfert du cycle, certaines qui l'auront sur le deuxième, troisième, et simplement 2 patientes sur 10 et vont arriver à épuiser les embryons disponibles sans avoir la naissance. Donc, le 80% dont on parle, c'est 8 patientes sur 10. Si la situation de base est une situation favorable et qu'il y a des embryons disponibles de don d'ovocytes blastocystes, ça, c'est le taux
globale, ce qu'on appelle la probabilité cumulative du cycle. Si on veut être un peu plus simple sur quelle est ma chance, chaque fois que je viens pour faire de l'implantation d'un blastocyste, parce qu'il faut dire aussi qu'on l'implante toujours un à la fois, ça c'est aussi la stratégie. Vu que c'est des embryons très bien sélectionnés, c'est des blastocystes, la probabilité par embryon est autour de 50-60%. C'est déjà pas mal, hein, mais ce n'est pas le 80%. Chaque blastocyste, même des blastocystes de don d'ovocytes, il y a un embryon sur 2 qui va devenir un bébé. Donc, ça veut dire que la plupart des patientes, une patiente sur 2, elle va faire au moins une deuxième tentative de transfert. Merci beaucoup. Donc, une question pour Stéphanie. Stéphanie, comment faire pour recevoir plus d'informations sur votre programme d'accompagnement? Eh ben, vous me contactez et en fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un appel pour que je vous explique, pour qu'on se connaisse, pour que je vous montre éventuellement même le programme, la plateforme en ligne. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de contenu dessus, mais en tout cas, vous m'envoyez un mail, un WhatsApp ou un mail et on prévoit un rendez-vous de 15-20 minutes et on voit ensemble quels sont vos besoins, quelle est votre situation. Je vous explique un petit peu ma manière de travailler et je vous montre éventuellement la plateforme. Donc, en m'écrivant un mail ou un WhatsApp. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé un parcours en France avec 2 poncions et une infection entre deux et pas d'embryon à chaque fois. On nous a recommandé un don d'ovocytes. Faites-vous d'autres analyses avant de décider de partir sur un don plutôt qu'une FIV classique, Dr Moffat? Alors, c'est clair que la décision de passer au don ne serait pas liée à l'infection en principe. Hein. C'est plus lié soit à l'âge de la patiente, soit à sa réserve ovarienne. Mais c'est clair qu'une histoire derrière qui est d'infection, hein, évidemment, on va étudier parce qu'on passe au don, mais il faut aussi penser qu'il y a l'implantation de l'embryon. Donc, s'il y a une infection qui pourrait être aussi avoir comme conséquence une endométrite, par exemple, c'est clair que nous, on demande tous des tests de base et puis, en fonction de l'histoire des patients et des antécédents, on va demander des tests spécifiques. En principe, comme philosophie, nous, on ne va pas demander tous les tests possibles dès le départ. C'est-à-dire que si une patiente a une échographie normale, elle n'a pas d'histoire, par exemple, voilà, de complications, elle n'a pas d'histoire d'adénomiose, endométriose, etc., on ne va pas directement commencer à faire des tests invasifs. Hein. Mais par contre, on va cibler les tests qu'on pense qui pourraient être importants pour maximiser les chances à chaque transfert. Du même que, éventuellement, entre un échec et l'autre, on va augmenter le degré de tests à appliquer pour discriminer s'il y a une cause d'échec. Merci beaucoup. Une question pour Stéphanie. J'aurai 44 ans le 1er mars. Je suis déjà passée par 3 FIV et une insémination artificielle. C'est plus le DO qui me fait peur, mais l'échec, j'ai si peur. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La peur, elle est omniprésente en PMA. Forcément, c'est un projet vital qui est très important pour vous. Et en fait, au début d'un parcours PMA, on y va un peu la fleur au fusil avec beaucoup de légèreté, enfin beaucoup de légèreté, pas toujours, mais en tout cas plus de légèreté, de la joie, de l'espoir, etc. Et c'est vrai que quand on a des échecs, bah, c'est des claques qu'on prend et ça abîme. Moi, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est encore une fois, de dire bah oui, j'ai peur et c'est normal parce que j'ai eu plusieurs résultats négatifs et c'est très douloureux. Mais j'avance quand même et je fais tout ce que je peux pour y arriver. Malheureusement, le résultat, encore une fois, ne dépend pas de nous. Mais je pense que c'est, oui, travailler dessus. Et puis, il y a aussi travailler sur la confiance. Et la confiance, ce n'est pas forcément l'optimisme et se dire, cet enfant, je vais l'avoir, j'ai confiance et je vais l'avoir.
mais c'est la confiance de se dire, quoi qu'il arrive, en fait, quelle que soit la longueur du chemin et quel que soit le résultat, j'ai les ressources pour continuer à avancer et pour continuer à me construire. La peur, elle est omniprésente et c'est très difficile parce que souvent, on essaye de se protéger aussi. Non, souvent, j'ai des femmes qui me disent, après plusieurs résultats négatifs, qui me disent, de toute façon, j'y crois plus, j'arrive pas à retrouver cette positivité, cet espoir, et la peur domine. Et moi, je pense que c'est important de garder l'espoir, parce qu'en fait, si vous continuez, c'est que vous avez de l'espoir. Mais donc, cet équilibre entre la peur et l'espoir, il est très difficile à garder, surtout pendant les périodes d'attente. Sur ça, je voulais peut-être rajouter justement que c'est quelque chose qu'on ressent aussi, surtout quand on reçoit des patientes avec des dossiers très lourds. Et c'est pour ça que l'accompagnement est important. Et c'est aussi important que nous, les médecins, on soit très clairs sur les probabilités des réussites, qu'elles soient meilleures ou moins en fonction du type de traitement, de l'histoire de la patiente. Et c'est aussi pour ça que je pense que par certains patients, le fait de rentrer, par exemple, dans des programmes de garantie, ça peut quitter un peu de stress parce que c'est un type de programme qui a des parachutes, en cas de faillite. Ça ne quittera jamais le stress du résultat positif et du test de grossesse négatif. Mais en même temps, déjà, l'effet d'être accepté dans les programmes de garantie, ça dit à la patiente que nous, on y croit, parce que sinon, on ne pourrait pas s'engager à donner des garanties avec éventuellement remboursement en cas d'échec si on ne pensait pas qu'on va y arriver. Parce que la seule chose que personne ne sait, c'est si on va y arriver aux premières tentatives ou s'il faudra vraiment maintenir donc, l'esprit très fort pour continuer. Mais, comme j'ai dit, dans les cadres d'un travail d'équipe. Avec la patiente, on est pratiquement dans la même équipe qu'avec la patiente. Mais c'est vrai que quand on c'est hyper rassurant d'avoir des médecins qui y croient. Donc on se dit, si le médecin y croit, c'est qu'il y a un vrai espoir malgré les difficultés, et même si on ne peut pas garantir exactement quand ça va arriver. Ouais. Merci beaucoup. Donc, pour le docteur Moffat, la donneuse, est-ce qu'elle fait une stimulation à frais ou ce sont des ovocytes congelés? Et dans ce cas, l'appariement génétique peut être fait malgré tout? Oui, nous d'habitude, on préfère mettre à un cycle une donneuse pour la récepteuse. Mais c'est clair qu'encore une fois, il peut y avoir des situations dans lesquelles, par exemple, le cycle de la donneuse n'arrive pas à donner un nombre d'ovocytes suffisant, où il y a des complications, etc. Donc, on a aussi une banque d'ovocytes comme parachute, encore une fois. Mais en principe, on démarre avec un cycle qui est fait pour une ponction en frais et pour la récepteuse d'une manière personnalisée. Dans les deux cas, en tout cas, on peut faire l'appariement génétique parce que même les ovocytes des donneuses qui sont dans la banque, c'est des donneuses, donc on a le test génétique. Le test génétique, c'est une fois, c'est un peu comme le groupe sanguin ou le karyotype, donc c'est des tests qui ne vont pas changer. Donc, si on doit utiliser des ovocytes congelés exceptionnellement, là aussi, il y aura l'appariement génétique. Merci beaucoup. Question pour Stéphanie. Bonsoir. Est-il vraiment important, d'après vous, de dire à l'enfant qu'il est issu d'un don? Et de même à mes enfants à moi, issus d'une autre union, ils ont 18 et 15 ans. C'est difficile de répondre parce qu'il y a des femmes et des couples qui décident de ne pas le dire. Il y a aussi des femmes et des couples qui décident de le dire à l'enfant, mais de ne pas le dire à l'entourage parce que c'est une histoire qui appartient à l'enfant. Moi, ce que je pense, c'est que, encore une fois, votre histoire, c'est une histoire d'amour. Et cet enfant, vous l'avez désiré et il est né de votre amour pour lui, de votre amour pour votre conjoint si vous êtes en couple. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les tests ADN entre guillemets récréatifs qui existent, etc., je pense que c'est préférable de le dire, encore une fois, parce que
l'enfant se construit son identité sur ce qu'il sait. Et s'il apprend à 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est né d'un don, là, on en fait quelque chose. On donne de l'importance à cette conception et à ce don qu'il n'a pas forcément. Donc moi, je pense que c'est préférable de le dire pour pas qu'ils s'en rendent compte par accident, soit parce qu'il y a des questions de santé puis ils se rendent compte, soit... et encore une fois, je pense que si vous le dites de manière naturelle et que vous réfléchissez bien à la manière dont vous le dites, que vous le dites avec des mots adaptés à chaque âge de l'enfant, en fait, il grandit essentiellement avec cette idée clé qu'il a été extrêmement désiré et que c'est vous, sa maman, quelle que soit la charge génétique derrière. Merci. J'ai une question pour le docteur Moffat. En cas d'oligoasténotératospermie sévère, donc OATS du conjoint, le DPI est-il indiqué? Il faut voir le degré du facteur masculin. Il faut voir s'il y a derrière une histoire d'échec précédent. On peut faire des tests supplémentaires sur l'ADN des spermatozoïdes. Et évidemment, tout ça est évalué aussi avec l'andrologue. Donc, la réponse n'est pas directement oui, juste parce qu'il y a un sperme un peu faible. Hein. Il faut voir si cette situation est associée vraiment à un risque d'anomalie chromosomique que le sperme pourrait apporter, même s'il y a des ovocytes donneuses. Donc, il faut vraiment étudier le facteur masculin. Nous, on a l'andrologue dans l'équipe. Donc, les patients, ils font compléter tous les tests. On peut compléter les tests à distance et même donc la visite avec l'andrologue, elle peut être faite en visio. Et après, nous, en équipe aussi, on discute des cas, si on conseille d'appliquer ou pas du DPI. Ouais. Merci. J'ai une nouvelle question pour Stéphanie. Vous évoquiez dans la présentation d'un informé à l'école ou interlocuteur. Pour quelle raison? Ah non, j'ai pas dit qu'il fallait le dire à l'école. J'ai dit, c'est pas nécessaire du tout. Ah bah, il n'y a pas d'indication particulière pour le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est important, je pense, pour vous, encore une fois, dans ce chemin d'acceptation pour avancer sereinement vers l'endovocyte, c'est important de réfléchir à l'histoire que vous allez raconter et à qu'est-ce que vous allez dire à qui. Donc, par exemple, à l'école, si jamais, mais par exemple aussi, si vous avez... j'ai dit l'école parce que souvent, imaginez, vous êtes à la sortie de l'école et puis il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, qu'est-ce qui vous ressemble ?» Et en fait, à l'intérieur, vous vous dites « Mais en fait, génétiquement, il n'y a pas de lien, donc est-ce que c'est possible qu'il me ressemble ?» Enfin, voilà, ça va forcément générer des doutes chez vous. Et donc juste réfléchir à qu'est-ce que vous répondez, par exemple, dans ces cas-là, et qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'enfant et à votre entourage. Donc, il ne faut pas forcément le dire à l'école, mais en tout cas, c'est important de faire cette réflexion de à qui je le dis, à qui j'ai envie de le dire, et avec quels mots et quand. C'est plus une invitation à la réflexion. Ce n'est pas du tout un conseil de le dire ou non. Merci beaucoup. Alors, vous dire qu'il reste beaucoup de questions à répondre. On est vraiment désolé de ne pas avoir eu le temps de tout répondre. Ça veut dire aussi qu'on a eu beaucoup de participation, ce qui est bien. Pour toutes les questions qui ne pourront pas être répondues, n'hésitez pas de nous écrire si c'est d'ordre émotionnel à Stéphanie, si c'est d'ordre médical à france@fertilab.rg ou si vous êtes déjà patiente de Fertilab, à vos coordinatrices en disant que votre question n'a pas pu être répondue. De toute façon, en attendant, on reste quelques minutes et encore deux questions. Une pour le docteur Moffat, une pour Stéphanie. Donc, pour le docteur Moffat, est-ce qu'on est obligé d'avoir des cycles réguliers pour permettre un transfert en frais? Par exemple, avec des cycles courts, a-t-on plus de risques de ne pas pouvoir accorder le cycle de la donneuse avec celui de la receveur? Ok, là, je dois répondre d'une manière indirecte parce que nous, on a un système de travailler qui ne fait pas de synchronisation, quoi que ce soit le cycle de la receveuse. C'est-à-dire que nous, on complète d'abord tout le cycle de la donneuse, la mise en fécondation, que ce soit avec le sperme du patient ou avec le sperme du donneur, pour être sûr qu'on obtient les blastocystes qu'on a sélectionnés et qu'on a vraiment à l'issue du cycle des conditions idéales pour démarrer les transferts des blastocystes uniques. Donc,
ça nous permet de, par exemple, de donner les garanties. Hein. Par exemple, nous, on donne aussi des garanties sur le nombre de blastocystes et on donne des garanties sur des cycles qui vont arriver à avoir, comme je disais, des blastocystes de bonne qualité. Parce que si on faisait des synchronisations, on aurait le risque parfois de devoir annuler le cycle de la donneuse et donc annuler à la fois une patiente qui a peut-être pris des médicaments pendant, etc. Et de plus, chez les patientes qui ont encore des cycles, c'est plus fonctionnel, ça donne beaucoup mieux de résultats si la receveuse, elle fait l'implantation du blastocyste sur son cycle naturel, qui évidemment est impossible à caler avec le cycle de la donneuse. Donc, même chez les patientes qui ont des cycles irréguliers, ce n'est pas un souci parce que nous, on va vraiment, une fois qu'on a les blastocystes disponibles, on va vraiment se focaliser sur le cycle de la receveuse et donner tous les médicaments ou éventuellement parfois on arrive même à donner des petites stimulations pour avoir une belle ovulation naturelle et pour maximiser les chances d'implantation. D'accord, merci. Pour Stéphanie, je souhaite exprimer au plus tôt à l'enfant qu'il est issu d'un don et mon conjoint souhaite le cacher au maximum pour ne pas créer de sentiment de rejet chez l'enfant. Comment faire? Moi, je pense qu'il est primordial d'avoir un discours commun. Et donc, c'est pas facile quand on a des vues opposées comme ça. Mais donc, encore une fois, réfléchir ensemble à qu'est-ce que vous lui transmettez au-delà de la génétique, à quelle est la place de la donneuse, quel intérêt à lui dire. Et encore une fois, si vous réfléchissez ensemble à comment vous lui dites cette histoire, ça peut vous aider, cette réflexion commune, seule ou accompagnée soit d'un coach, soit d'un thérapeute qui peut être éventuellement spécialisé là-dedans, ça peut vous aider. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir un discours commun et d'être d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va devoir finir les questions, malheureusement. Voilà, n'hésitez pas. J'étais juste en train d'écrire une réponse à une question qui souhaitait d'ores et déjà prendre un rendez-vous avec le docteur Mofa, une autre qui souhaitait prendre un rendez-vous avec Stéphanie. Donc, si vous allez trouver sur l'écran les coordonnées de contact de Stéphanie et aussi de Fertilab. De toute façon, on organise d'autres webinaires, on organise d'autres séances questions-réponses, on organise des journées informatives. Vous pouvez aussi me contacter moi, Esther Ojeda, si vous avez des questions pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez programmer un rendez-vous avec l'une de nos gynécologues, vous contactez à France@Fertilab. Et Stéphanie, si tu peux écrire ton adresse mail sur le chat. Oui. Ou ton site. Sur le chat, oui, je le mets tout de suite. info@stéphanietoutlemonde.com. Et surtout, n'hésitez pas à... si vous voulez qu'on en discute, on prend un rendez-vous sans engagement gratuit, on discute pendant 15-20 minutes et je vous explique tout. Mais vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci, Dr Mofa. Merci, Stéphanie. Merci, Esther. Merci, Erika. Belle soirée à toutes et à tous. Merci à toutes. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir.